RFM Midi. RFM Midi. Merci de choisir la radio Futur Média. Il est midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, le monde de la musique profondément attristé. Habib Faye est mort. Ce surdoué de la guitare et membre du Super Étoile a quitté ce monde d'ici-bas à l'âge de 54 ans. Hommage, témoignages et portraits dans cette édition. Peiné par la disparition de Habib Faye, Youssou N'Dour n'a pu contenir son émotion. Le patron du Super Étoile a tout simplement fondu en larmes. Thiès, l'élève blessé à l'œil par les forces de l'ordre, a reçu la visite d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale. Il est encore aux urgences et ce matin, les élèves sont encore sortis pour exiger la libération de leurs camarades entre les mains de la police. Vive réaction des leaders des 3 cadres de syndicats d'enseignants après l'ultime appel lancé par le gouvernement. Le G6, la FEDER et l'Intercadre disent la même chose. Ces menaces ne passeront pas entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Tout n'a pas été toujours facile. En 2016, le régime de Macky Sall avait menacé de radiation 5000 d'entre eux. Se prononçant sur la question, le secrétaire général de la CNTS, Mody Guiraud, déclare que la radicalisation ne va pas régler la crise scolaire. Et puis sur ce chapitre, les enseignants se sont retrouvés aujourd'hui à Diourbel pour une marche nationale. Dans l'actualité politique, attendue cet après-midi, la saisine du Conseil constitutionnel par le Front démocratique et social de résistance nationale. Un recours pour attaquer la loi sur le parrainage. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. L'actualité en Gambie avec l'ouverture prochaine du procès de Ousmane Sonko. L'ex-ministre de l'Intérieur de Yaya Jammeh est poursuivi pour crime contre l'humanité. Son procès va se tenir en Suisse où il est en détention depuis 1 an. En Guinée-Bissau, le Premier ministre promet la formation d'un gouvernement au plus tard ce vendredi. Aristide Gomes reconnaît tout de même quelques blocages, mais les discussions se poursuivent. À suivre le développement de tous ces titres aux alentours de 12h15. Le menu sport. Bonjour, cher Tigane. Bonjour, à vous, Antoine Diouf. Sans doute, le football va dominer et le vélo. Oui, le vélo tour cycliste du Sénégal, l'Algérie qui mène la danse. Aujourd'hui, c'est la 4e étape. Un circuit fermé de 108 km à Thiès. Nous aurons en direct avec notre reporter Youssouf Boyan. Bayern de Munich, Real Madrid, une affiche digne d'une finale de Ligue des Champions. C'est la seconde demi-finale devant se dérouler aujourd'hui à l'Allianz Arena. Les chances des deux formations, ce sera avec Soda Thiam dans un papier condensé. Nous allons aussi parler de la Coupe UFOA. Monrovia a pris de la compétition. Le Sénégal joue cet après-midi contre le Mali. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye, comme tous les mercredis. Et point de vue aujourd'hui, c'est sur l'ultimatum du gouvernement lancé aux enseignants en grève. Vos commentaires vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Aduna ñoo ñàkk Afrique ñoo ñàkk Sénégal ñàkk man maa ñàkk. C'est une très grande tristesse qui habite Youssou N'Dour. Le lead vocal du Super Étoile a tout simplement fondu en larmes quand il a appris la mort de Habib Faye. C'est un monument de la musique sénégalaise, disons de la musique africaine, qui vient de s'effondrer. Habib Faye est décédé ce matin à Paris de suite d'une maladie. Âgé seulement de 54 ans, ce virtuose de la guitare s'est illustré de fort belles manières au Super Étoile, qui a été sa famille. Habib a également accompagné de grandes figures de la musique africaine. L'homme n'était pas moins qu'un surdoué de la guitare. Anna Rocha signe son portrait. Il y a juste 5 mois, Habib Faye officialisait son retour au Super Étoile sur la mythique scène du Bercy. 5 mois auparavant, c'est en direct sur TFM que ce génie de la musique amorce les retrouvailles avec Youssou N'Dour et le reste du groupe qu'il a intégré en 1984. Entouré de frères musiciens, Habib Faye entame très tôt une carrière musicale. Dès l'âge de 9 ans, il s'initie au jazz, à la guitare, aux côtés de vieux Mac Faye.
Adama Faye et Lamine Faye. À 15 ans, son nom commençait déjà à circuler dans le monde culturel, pour ne pas dire musical. D'ailleurs, pour la musique, le jeune prodige abandonne les études à quelques jours du bac. Le Super Étoile préparait à l'époque une tournée européenne. Avec le départ de son frère Adama Faye, Habib prend une place plus importante. Le guitariste, bassiste conçoit et arrange maintenant tous les albums du groupe. Il en a connu d'autres pourtant. Wato Sita avec le célèbre animateur Michael Souma, le Tchaf en compagnie d'Ibou Sané notamment. Au début des années 2000, Habib Faye met sur pied son propre groupe de jazz avec cette fois-ci des musiciens européens et sénégalais. Le surdoué s'en va à la fleur de l'âge, mais son génie va certainement demeurer à travers les générations. Dans l'édition spéciale d'il y a quelques instants, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de témoignages sur Habib Faye. Nous allons écouter le témoignage d'un grand frère éploré, Vieux Mac Faye. Habib, il n'a jamais voulu que nous yërëm ko. Même jusqu'à sur son lit d'hôpital, daf la doon rassuré. Il n'y a rien, non, c'est tout juste une petite affaire. Bon, affaire de médecin, il y a les meilleurs médecins, non, ils ont dit non, c'est machin, histoire de te rassurer. Mais tout en sachant, il connaissait son mal. Man mii yëguma ko woon ba ma la dernière heure laa ko yëg xaw ma ndax c'est-à-dire de 3 derniers jours yi ba ma woowee jabar ji elle m'a mis devant le fait accompli. Ce qui est arrivé est arrivé. Moi je vous dis cruellement ce qui est arrivé. Moi c'est plus fort. Moi bon quelque part nit ki dina feebar mais c'est pas la peine de dire à tout va mais que nit ki dafa feebar nit ki dafa feebar ça n'a pas de sens. Bon parce que ñu feebar di dox bari nañu la. Mais on prenait la chose de façon très normale. Bon, mais quand même, affaire de précipiter au nez comme ça de temps en temps, bêtel là-bas. Voilà, donc c'était Vieux Mac Faye, grand frère de Habib Faye. Habib Faye, donc décédé ce matin à Paris à l'âge de 54 ans. Il est midi, 7 minutes. Vous suivez le grand journal sur RFM. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. L'autre actualité, l'élève du lycée Malick Sy de Thiès, blessé à l'œil par les forces de l'ordre lundi dernier lors d'une manifestation, est aux urgences de l'hôpital Amadou Saïd Ndiéguène. Il a reçu la visite d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale, tout comme ses autres camarades blessés. En outre, les élèves du plus grand lycée de la capitale du Rail sont encore sortis ce matin pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés par la police. Correspondant Cheikh Anta Diop. ñaari élèves yu am ay gaañu yu métti ci diggante bërki démb ak démb ci jàppante bu amoon. Cheikh Anta Diop, ce n'est pas le bon élément. Nous allons le retrouver dans quelques instants. Il s'agit donc de l'élève blessé à l'œil par les forces de l'ordre lundi dernier lors d'une manifestation. C'était donc à Thiès. Correspondance. Maintenant, on peut suivre la correspondance de Cheikh Anta Diop. Non, l'élément n'est pas en place. Nous y reviendrons. C'est le temps de la réplique. Les 3 cadres de syndicats d'enseignants dénoncent tous l'ultimatum du gouvernement ou bien l'ultime appel lancé, considéré comme étant des menaces. Le G6, la FEDER et l'Intercadre martèlent que les menaces du gouvernement ne passeront pas. Ils se disent prêts à faire face aux réquisitions et aux autres sanctions du gouvernement. El Hadj Ndiogou. La fermeté du gouvernement pour mettre fin à la crise scolaire n'ébranle pas les enseignants, tout au contraire. Damboch, coordonnateur de la FEDER. Les enseignants se sont radicalisés après ce communiqué. Et après ce réaménagement qui n'était rien d'autre qu'une farce de mauvais goût de Serigne Mbaye Thiam d'hier. Les enseignants sont prêts à en découdre avec le gouvernement si l'option prise est de faire face aux enseignants et de les sanctionner comme ils le disent ou ils menacent de sanctionner. Parce que ce communiqué cherche à nous dire retourner dans les classes parce que nous en avons marre. Nous aussi, nous en avons marre de ce comportement irresponsable du gouvernement qui pense qu'on peut lever le mot d'ordre par la manipulation et l'instrumentalisation comme ce que Serigne Mbaye Thiam est en train de faire. Tout comme la FEDER, l'Intercadre est aussi dans une dynamique de résistance. Gougnagna considère les menaces et autres comme peine perdue. Ils ont eu à donner des réquisitions, vous vous rappelez bien, ils ont eu à la limite à aller dans le sens vraiment de menacer pour radier. S'il ne leur reste que ces 2 choses-là, ils n'ont qu'à le faire.
parce que pour les fonctions, on les a dépassés. Donc, nous leur demandons de revenir à la raison. Et revenir à la raison, c'est aller dans le sens de faire une proposition à la limite des attentes des enseignants. Une proposition à la limite des attentes des enseignants, c'est aussi la solution que préconise le groupe des syndicats représentatifs. Abdourahmane Gueye, un des secrétaires généraux du G6. Depuis que le président nous a reçus, a formulé des propositions, nous les avons partagées avec notre base, mais la base a dit niet. Donc il fallait qu'aujourd'hui on se retourne au niveau du président pour lui dire véritablement voilà la proposition de la base. Et c'est à partir de ce moment peut-être qu'une solution sera trouvée. Mais au lieu de ça, nous voyons que le gouvernement se met dans la perspective de menace, n'est-ce pas? Et ça ne va pas prospérer. Les syndicalistes demandent au gouvernement de privilégier la carotte à la place du bâton pour un dénouement heureux de la crise qui secoue l'école sénégalaise. Et le secrétaire général de la CNTS pense que la radicalisation ne va pas régler la crise scolaire. C'est pourquoi Mody Guiro invite le gouvernement et les syndicats d'enseignants à privilégier le dialogue en vue d'un consensus. Il était l'invité de RFM Matin. Les menaces ne sont pas nécessaires. Le dialogue doit prévaloir et permettre aux bonnes volontés, aux intermédiaires qui agissent de part et d'autre, à qu'ils puissent arriver à convaincre aussi bien les enseignants que l'État à aller vers l'essentiel, c'est-à-dire à sauver l'année scolaire. Voilà la raison pour la mais il est évident que dans une négociation, s'il y a une rupture, absence d'accord, chaque partie essaie d'affiner donc sa stratégie pour atteindre son objectif. Si l'État met en place des menaces, les organisations syndicales également vont certainement évaluer tout cela, réfléchir et prendront également leurs responsabilités. Soit pour vous, les menaces ou bien la radicalisation, ce n'est pas ça qui va régler la crise scolaire? Je dis que la radicalisation, de part et d'autre, je pense qu'une radicalisation, aussi bien de la part de l'État que des enseignants, ne règle pas le problème. Je pense qu'il faut avoir un esprit consensuel, avoir la volonté donc de dépasser cette crise, de trouver une solution ne serait-ce que provisoire, sauver l'école et ensuite prendre les négociations. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait peut-être faire. Mody Guiro était donc l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. L'État a décidé de mettre un terme à la grève des enseignants. Ce n'est pas la première fois que les autorités réagissent ainsi. En 2016, 5000 enseignants avaient été menacés de radiation de la fonction publique. Binta Diallo. D'abord, dans la banlieue de Dakar, 200 réquisitions servies aux professeurs grévistes, Serigne Mbaye Thiam venait ainsi de mettre à exécution sa menace. Par ces réquisitions, le gouvernement demandait aux grévistes de communiquer les notes aux élèves et à l'administration de tenir les conseils de classe. Nous sommes au mois de juin 2016. Le président Macky Sall avait, dans la foulée des réquisitions, déclaré que le gouvernement était obligé de prendre les mesures qu'impose la situation et d'ajouter, je cite, « On ne peut pas sacrifier l'avenir des enfants alors que l'État a tout donné, on ne peut pas continuer comme ça. » Fin de citation. L'année 2015-2016, fortement secouée par une grève, les enseignants faisant fi des réquisitions de l'État, le gouvernement avait fini par se braquer et menacé de radier 5000 enseignants de la fonction publique. Il a fallu l'intervention de 2 puissantes confréries religieuses du pays pour dissuader le gouvernement. Un week-end de discussion avait permis de désamorcer la bombe. La crise scolaire, malgré cette médiation des religieux, s'amplifie d'année en année. Celle de 2018 est plus que électrique. À quelques semaines des examens, l'État a encore lancé un ultimatum aux enseignants pour qu'ils regagnent les salles de classe, jugeant avoir déjà beaucoup fait pour les enseignants. Reparlons de l'état de santé de l'élève du lycée Malick Sy de Thiès, blessé à l'œil par les forces de l'ordre lundi dernier lors d'une manifestation. Il est aux urgences de l'hôpital Amadou Saher Ndiéguène. Il a reçu la visite d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale, tout comme ses autres camarades blessés. En outre, les élèves du plus grand lycée de la capitale du Rail sont encore sortis ce matin pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés par la police. Correspondant Cheikh Anta Diop.
2 élèves gravement blessés en l'espace de 48 heures au cours des échauffourées qui ont eu lieu au lycée Malick Sy de Thiès. Ils sont actuellement internés aux urgences de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale leur a rendu visite pour s'enquérir de leur situation. Fatoumata Badiallo, la directrice de l'enseignement moyen et secondaire général. Donc il était de notre devoir de venir rendre visite à des élèves qui ont été blessés. La situation des enfants nous sera rendue de manière objective avec les médecins qui sont en train de les suivre. Nous avons eu la garantie avec le directeur de l'hôpital qu'ils auront le meilleur suivi médical possible. Visiblement touchée, la directrice de l'enseignement moyen secondaire général appelle les élèves et les parents au calme. En tant qu'enseignante, en tant que mère de famille, je voudrais en appeler aux parents d'élèves, en appeler également aux élèves pour qu'ils gardent le calme, que les enfants comprennent que ce qui est de leur intérêt aujourd'hui, c'est qu'il y ait la paix pour que dans le cadre des négociations et du dialogue qui est entamé, qui est actuellement en cours entre l'État et les enseignants, que dans le cadre-là, qu'il puisse y avoir une solution heureuse. Les élèves des lycées de Thiès ont remis ça aujourd'hui en guise de soutien à leurs camarades blessés par les forces de l'ordre. Aussi, ils exigent la libération de plusieurs d'entre eux, toujours retenus au commissariat des Parcelles Assainies de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Mai 68, ça vous dit certainement. Des 68 arts célèbrent les 50 ans des événements de cette année. Des conférences de presse et tables rondes, vont être organisées les 29 et 30 mai prochains. L'objectif recherché, expliqué par Devoir de mémoire aux jeunes Sénégalais, aux jeunes générations, ce qui s'est passé en 1968. Birahim Moussa Gueye, 68 arts, et un des organisateurs de la célébration des 50 ans des événements de mai 68. Il est avec Georges Dethié-Diop. Beaucoup de nos compatriotes, surtout les jeunes, ne connaissent pas mai 68. Et certains d'entre nous ont jugé bon pour que les générations futures puissent s'imprégner un peu de cette histoire étudiante. On a décidé donc de célébrer d'abord, on a célébré les 45 ans de mai 68, mais nous avons estimé que pour que les choses soient encore davantage sues et connues, on a décidé de célébrer les 50 ans de mai 68. Cette fois-ci, nous allons le célébrer en y associant des camarades non sénégalais, c'est-à-dire des Africains qui avaient participé à ce mai 68, et d'en faire un peu plus que pour les 45 ans. Et cela permettra à la jeunesse et à certaines personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de connaître l'événement, d'en savoir davantage et de pouvoir un peu capitaliser sur 68. Et quelle sera la particularité ? La particularité, c'est que l'événement en lui-même était particulier. Et aujourd'hui, nous allons essayer de montrer pourquoi et comment les étudiants, à un moment donné de l'histoire au Sénégal, ont décidé de poser des actes qui ont été des actes salvateurs. Nous voulons, sous ce rapport-là, montrer les connexions qu'il y avait entre ce monde étudiant de 1968 et le monde étudiant d'aujourd'hui. Et faire prendre conscience aux étudiants d'aujourd'hui la gravité de la situation qu'ils sont en train de vivre. De toute façon, il faut qu'ils se posent les véritables problèmes et qu'ils cherchent à trouver des solutions. RFM 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Santé, journée mondiale du paludisme, elle est célébrée aujourd'hui. Le Sénégal a enregistré de très bons résultats dans la lutte contre le palu. Le taux de prévalence est de moins de 2% actuellement, mais dans la zone sud du Sénégal, comme Kédougou, on ne voit pas ces mêmes résultats. Une disparité à corriger à Wambaye. Le taux de prévalence du paludisme avoisinait les 35% en 2000, mais aujourd'hui, le taux est inférieur à 2%. Une baisse drastique qui fait entrer le Sénégal dans la phase de pré-élimination. Mais ces résultats ne s'étendent pas sur l'ensemble du pays. La réalité de Dakar n'est pas celle de Kédougou, une zone encore très touchée par le paludisme. Professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie et de mycologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, explique les raisons de cette disparité entre le nord et le sud. Le sud vers la zone de Kédougou et autres, où la transmission est assez forte comparée aux autres régions du Sénégal. Et cela éventuellement est lié à des activités transfrontalières, notamment les mouvements de population, les mouvements anophéliens, parce qu'on sait aujourd'hui que le Sénégal est un peu frontalier à la Guinée, au Mali, etc., où le paludisme constitue toujours un problème de santé publique majeur.
Et cela se ressent dans cette zone. En plus de l'environnement qu'est la zone de Kédougou, en termes d'épidémiologie, avec une forte pluviométrie toujours, on constate effectivement que la transmission est toujours importante. Aujourd'hui, le programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec les chercheurs et les partenaires financiers, est en voie pour trouver des moyens qui puissent maîtriser la transmission dans la zone sud afin d'harmoniser les résultats. L'actualité politique contre la loi sur le parrainage, le Front démocratique et social de résistance nationale dépose cet après-midi un recours devant le Conseil constitutionnel. Le grand parti se joint au combat. D'ailleurs, cette formation politique compte intégrer maintenant le Front. Là-dessus, le président du grand parti, El Hadj Malick Gakou, interrogé par Georges Déthié. Le grand parti est au devant du combat contre la loi sur le parrainage, parce que depuis le début de cette loi parricide, le grand parti a été au devant du combat et nous entendons rester au devant de ce combat. Vous avez vu que déjà, bien avant la marche du 19, nous avons fait une marche à Dakar et le 19, nous avons été à la pointe du combat pour garantir à notre pays l'expression de ses libertés et de la démocratie. C'est la raison pour laquelle j'ai instruit nos députés, les députés du grand parti, de signer tous les documents liés à la saisine du Conseil constitutionnel, documents bien évidemment qui sont faits par l'ensemble de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle le grand parti est en face avec l'opposition dans le cadre de cette saisine. Et au-delà de cette saisine, le grand parti milite pour que le combat sur le terrain puisse continuer, mais également la bataille sur le plan international pour faire revenir le président de la République et son régime à la raison afin que le Sénégal puisse avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Seulement votre parti n'est pas membre du Front. Il n'y a aucun souci entre nous dans ce sens-là, d'autant plus que nous menons tous le même combat. Maintenant, le grand parti, dans ses délibérations, de ses instances, a décidé de rencontrer les membres du Front, de l'opposition, pour qu'ensemble, avec les autres entités de Manko Taxawu Sénégal et les autres forces vives de la nation, nous puissions considérer que la lutte que nous devons mener sur le processus électoral doit se mener dans l'unité, et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons gagner. Plus clairement, le grand parti va intégrer le Front. Déjà, au niveau des instances du grand parti, nous avons retenu le principe d'intégrer le Front, et parce que, dans le fond, rien ne s'oppose à ce qu'ensemble, nous puissions travailler dans la même direction pour garantir à notre pays l'expression des élections libres, démocratiques et transparentes. RFM. L'actualité internationale. Sornanata, bienvenue. Merci Antoine. Gambie, ouverture imminente du procès d'Ousmane Sonko, ex-ministre de l'Intérieur de Djamé. Le bureau du procureur général de la Suisse a indiqué que l'affaire Sonko fait partie de 2 affaires qui seront jugées prochainement. L'ex-bras droit de Yaya Djamé est poursuivi pour crime contre l'humanité. Il est détenu depuis 1 an en Suisse où il voulait obtenir l'asile politique. Bonjour Madoubari. Cette information est à la une des 10 pointes, premier quotidien d'information en Gambie. Selon Bénédicte de Morlose, avocat et chef de la division des enquêtes à l'ONG suisse de justice internationale et qui a porté plainte contre l'ex-ministre, le procureur fédéral suisse a annoncé que le procès Sonko serait ouvert très prochainement. À mon avis, il s'agit d'une annonce un peu hâtive puisque les enquêtes sont toujours en cours, mais cela montre que le juge croit déjà que le dossier est assez fourni pour aboutir à un procès, a déclaré cet avocat. Ousmane Sonko était le ministre de l'Intérieur de la Gambie et bras droit de Yaya Djamé pendant 10 ans, de 2006 à 2016. Une période où de graves crimes contre l'humanité, de violations des droits de l'homme auraient été commis dans le pays. Il est soupçonné d'avoir participé à des actes de torture de prisonniers. Après s'être brouillé avec Yaya Djamé en septembre 2016, il avait fui la Gambie pour le Sénégal puis pour la Suède où il avait demandé l'asile politique. Il s'est par la suite rendu en Suisse après que sa demande d'asile ait été rejetée en Suède. C'est là qu'une organisation non gouvernementale suisse a déposé une plainte en janvier 2017. Coïncidence ou pas, il sera arrêté au lendemain de la chute de son ex-mentor Yaya Djamé. Avec la collaboration du ministère de la Justice gambienne, plusieurs personnes se sont rendues en Suisse pour témoigner contre ce prévenu. Amadou Bari Banchoul, Radio Futur Média. En Guinée-Bissau, les membres du gouvernement seront connus au plus tard dans 48 heures. C'est une annonce du Premier ministre Aristide Gomes. Il a rassuré le peuple quant à la formation d'un gouvernement d'ici vendredi, mais il avoue rencontrer quelques obstacles. Les discussions se poursuivent tout de même. Notre correspondant à Bissau, Noa Mankali. Cette garantie a été laissée par Aristide Gomes à la sortie d'une audience avec le chef de l'État bissau-guinéen José Mario Vaz, durant laquelle
laquelle Gomis a expliqué aux journalistes qu'il n'a pas encore remis la liste des membres de son gouvernement au président de la République. Gomis a également garanti que la composition du gouvernement ne sera pas grande. Aristide Gomis a aussi expliqué que les partis impliqués dans le processus sont en discussion, notamment entre le président de la République et les partis politiques, dans le but d'obtenir le consensus nécessaire, car la principale mission de son gouvernement est d'organiser les futures élections législatives prévues pour novembre 2018. Gomis a également révélé que l'exécutif sera formé sur la base de l'accord de Conakry et l'entente obtenue à Lomé, qui selon lui préconise la formation d'un gouvernement d'inclusion qui nécessite un consensus entre les partis politiques. Il est bien de noter que les Bissau-Guinéens attendent avec impatience la composition de ce gouvernement qui, depuis plus de 3 mois, le pays est resté sans gouvernement. Ouamankel Bissau, RFM. Au Nigeria, l'attaque d'une église a fait au moins 18 morts. Les victimes, 2 prêtres et 16 fidèles, une trentaine d'hommes armés ont ouvert le feu dans le lieu de culte alors que les fidèles assistaient à une messe de funérailles. L'attaque s'est produite hier. Les assaillants auraient également pillé plus de 60 maisons et emporté des vivres. Ils seraient des éleveurs selon des témoins, d'où le risque de représailles dans cette région, secouée depuis des mois par des violences communautaires. Au Gabon, Antoine, on s'achemine vers l'élection du président du centre gabonais des élections. Pour cela, 10 candidats ont été retenus et le résultat est attendu en fin de semaine. Les détails à Libreville avec Yves-Antonio Ogula. Le centre gabonais des élections est tant convoité. Cette nouvelle structure va désormais s'occuper de toutes les élections politiques au Gabon. Mieux, le CGE qui remplace la CENAP va aussi proclamer les résultats. Sur les 27 dossiers de candidature, 10 ont été retenus par la commission chargée de l'examen des candidatures. Dans cette liste, il n'y a qu'une seule femme et tous ne sont pas connus du grand public. Selon les responsables de la commission en charge des candidatures, les postulants ont été auditionnés sur plusieurs aspects, dont l'idée qu'ils se font du centre gabonais des élections, le profil type du président, la signification de l'impartialité et de la neutralité une fois élu, la manière de résister aux pressions politiques et financières qui pourront être exercées sur le futur président tout au long de son mandat. La liste est désormais sur la table de travail du président de la commission spéciale chargée d'organiser l'élection du président du centre gabonais des élections. Yves-Antonio Ogula, Libreville, RFM. On termine avec, Oui, on termine, Antoine, avec l'affaire, voilà. Vincent Bolloré, garde à vue donc qui s'est prolongée. Selon l'Express.fr, des juges d'instruction essaient de déterminer si le groupe français a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé et de Conakry. En dehors de Vincent Bolloré, 2 cadres du groupe sont aussi entendus depuis hier dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre. À l'origine de l'enquête, des plaintes d'un ancien associé de Bolloré. Dans un communiqué, la société a formellement démenti avoir commis des irrégularités en Afrique. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'ultimatum du gouvernement lancé aux enseignants. Grève commentaire dans quelques instants avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Khalidou Diallo, et Mamadou Diouf, ancien secrétaire général du Sud-Est. RFM Sport. Rebonjour, cher Tidiane. Rebonjour à vous, Antoine Diouf. Tour du Sénégal, cycliste, oui, l'Algérie mène la danse. Ah oui, au menu de ce jour, retenez qu'un circuit fermé dans la ville de Thiès sur une distance de 108 km, il s'agit de la 4e étape. En direct dans ce journal, notre envoyé spécial qui suit donc le Tour cycliste du Sénégal, Youssouf Boignan. Youssouf, bonjour. Bonjour, cher Yann, et bonjour à tous. Alors, Youssouf, vous en êtes donc à la 4e étape de ce Tour cycliste du Sénégal. Antoine l'a dit tout à l'heure, donc l'Algérie qui mène la danse avec donc le maillot jaune. Aujourd'hui, que peut-on retenir exactement? C'est le circuit fermé de Thiès, cher Yann, vous l'avez dit, 108 km, soit 10 tours au quartier Nguet. Là, ils ont engagé le 7e tour. Mais retenez que c'est 2 Africains, un Rwandais et un coureur burkinabé qui sont devant. Juste derrière, il y a 2 Allemands et puis le reste du peloton. On voit les Algériens qui continuent de gérer cette course.
vous l'avez dit, dominent cette course depuis 2 étapes maintenant. Ce sont eux qui ont le maillot jaune, les Algériens. L'année dernière, c'était un Algérien, Mohamed Bouzidi, qui avait gagné cette étape-là, le circuit fermé. Il est dans ce tour-là aussi, juste derrière le peloton qui a échappé un peu aux autres coureurs. Et là, Cheikh Diane, il reste donc 3 tours de piste. Et pour le moment, les Africains devant. Mais la stratégie des Algériens est claire. Laisse les autres dérouler. Et la dernière ligne droite, ils prennent les choses en main pour venir donc battre tout le monde et conserver ce maillot jaune qu'ils détiennent depuis le début de la course. Merci à vous, Youssouf Bodian. Certainement, nous allons vous retrouver dans nos éditions de 13h avec cette fois-ci donc l'équipe qui sortira vainqueur de ce circuit fermé de 108 km qui se déroule à Thiès pour la 4e étape du Tour cycliste du Sénégal, Antoine. Tour cycliste du Sénégal. Football, Bayern de Munich, Real de Madrid. Une affiche digne d'une finale de Ligue des Champions. Mais il s'agit bien entendu de la seconde demi-finale de cette compétition. Match aller et donc aller avec l'ambitieux prétendant, entre l'ambitieux prétendant et le double tenant du titre qui s'affrontent donc à partir de 18h45 pour un match couperé aux aires de finale. Solekiam. L'Allianz Arena va encore vibrer ce soir à l'occasion de la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le patron de la Bundesliga, le Bayern Munich, y accueille le double tenant du titre, le Real Madrid. 2 équipes qui ont fini d'écrire leur nom dans l'histoire de la C1. Cette double confrontation est aussi d'une importance capitale pour les 2 clubs, car chacun voudra réussir le chiffre 3 cette saison. Un triplé pour le Real Madrid, d'autant plus que les Madrilènes n'ont que la C1 pour sauver leur saison. Et pour le Bayern Munich, après avoir remporté la Bundesliga, une finale de coupe en poche, espère remporter la Ligue des Champions. Mais tout passe par le Real Madrid. Une mission qui peut être facile si l'on voit la forme actuelle des Bavarois, mais aussi difficile si l'on sait que la C1 réussit les Madrilènes depuis quelques années. Les Merengues restent sur 8 demi-finales d'affilée en Ligue des Champions. Ces 2 clubs ont chacun un entraîneur qui maîtrise cette compétition. Et pour cette rencontre, si le Bayern à domicile peut compter sur Lewandowski pour faire trembler les filets de l'équipe adverse, le Real Madrid va compter sans nul doute sur un Cristiano Ronaldo qui trouve toujours un moyen de sauver son équipe. Bayern Munich, Real Madrid, un duel de titans que les férus du ballon rond attendent ce soir avec impatience. Démarrage de la partie à partir de 18h45 et vous pourrez suivre en direct bien entendu sur les ondes de la radio Futur Média. Notez la bonne option prise hier par Liverpool face aux Italiens de l'AS Roma, 5-2. Le ballon d'or africain aussi meilleur joueur de la première ligue, Mohamed Salah, s'est illustré avec un doublé de passes décisives. La manche retour des demi-finales dès la semaine prochaine, Antoine. Coupe IFOA, Monrovia abrite la compétition. Le Sénégal joue cet après-midi. Ce sera contre le Mali à partir de 15h30 sous les ordres de Youssouf Dabo, coach du Touré Kunda de Mbour. Le Sénégal a amené le U20 pour mieux préparer les compétitions à venir. Le Sénégal partage son groupe avec la Guinée et la Gambie. Dans le groupe A, on y retrouve le Libéria, pays hôte de la compétition, la République de Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. CAN Mini-Foot 2018, c'est en Libye. La première édition, le Sénégal partage son groupe avec la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et les Kenyans. Le tirage a été fait hier. Il s'agit de la première édition organisée d'ailleurs par la Confédération africaine de football. Cher Sidiba, coach des Lionceaux, a pour objectif de remporter le trophée et d'être au téléphone avec Sodekiam. Les chances, elles sont là, elles sont réelles. Et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face parce que nous sommes 3e mondial. Et sur le plan africain, nous sommes premiers. Donc là, nous voulons partir et affirmer notre position de numéro 1 en Afrique. Donc là, dans notre poule, à part la Libye, la Tunisie, qu'on a vu jouer à Tunis lors de la dernière Coupe du Monde, toutes les autres équipes sont des novices pour nous. On n'a aucune information sur elles. Nous partons dans l'inconnu, mais avec nos certitudes, avec le beau parcours qu'on a fait en Tunis, à Nablus, pour la dernière Coupe du Monde, et avec cet avantage que nous irons en Libye pour essayer de décrocher le titre africain. Pour les critères de sélection, on n'a pas tergiversé parce qu'on avait un bon groupe qui était là, qui a fait la dernière Coupe du Monde et qui a eu des résultats encourageants. Et on était basé sur ce groupe pour avoir une base pour la Coupe d'Afrique. À part que la semaine passée, du lundi au vendredi, on avait organisé une semaine de tests. On a pu voir quelques nouveaux joueurs. Et je pense que sur ces nouveaux joueurs, on pourra en prendre 2 ou 3 pour compléter le groupe qu'on a actuellement. Le seul bémol, c'est que le groupe qu'on avait lors de la dernière Coupe du Monde, il y a pratiquement, on risque de perdre notre colonne vertébrale parce qu'ils sont venus dans le championnat local. Là où nous sommes, les clubs sont un peu réticents pour la libération de ces joueurs.
on ne sera pas déçus que ces joueurs donneront le maximum d'eux et pourront répondre présent lors de ce tournoi. Et puis, match de gala CESTI, les étudiants défient les anciens de cette école de formation en journalisme. Cette rencontre est prévue à 16h cet après-midi au Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. L'année dernière, les anciens avaient laminé les étudiants sur un score de 3-0. C'est dans le cadre des journées d'intégration de l'amicale des étudiants du CESTI entamé depuis hier. Un clin d'œil que nous faisons à notre ami et confrère Migi Maramdiaye, tout comme Babacar Fall, qui adore, ces rencontres. On n'y voit pas Antoine Diouf, encore moins Cheikh Tidiane Diagne. Oui, mais il faudra les voir. Certainement cet après-midi. Cheikh Tidiane Diagne, merci. Merci à vous. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Le projet de loi sur le parrainage est passé jeudi 19 avril comme lettre à la poste. Dans un parlement nerveux, agité, avec des discours guerriers et même quelques empoignades. L'Assemblée nationale donc, par une majorité aveugle ou aveuglément partisane, a donné l'égalité au projet de loi sur le parrainage. Sans débat, pourtant. La vieille formule du Congrès sans débat, ressuscitée, a donné le même résultat gagnant. L'article 103 de la Constitution, garantissant en principe la rigidité du texte fondamental, a semble-t-il été oublié pour urgence. Il n'y a pas de problème de légalité, le blanc-seing du Parlement fait office. Quant à la légitimité, tout le monde sait qu'elle est fécondée par les citoyens qui, en la circonstance, étaient dans les rues et les boulevards en train d'en découdre avec les forces de l'ordre, parce qu'ils ne veulent pas du parrainage. Pour dire vrai, on peut se demander si l'opposition a vraiment réussi son travail de sensibilisation de l'opinion publique, parce que l'indicateur des Warsakhalat donne raison au gouvernement qui, disent-ils, veut mettre de l'ordre dans les partis politiques. 300 organisations, répète-t-il, Macky a raison. La bataille de l'opinion au sein de l'opposition, à force d'être éclatée, avec des arguments différents et pas toujours précis, c'est peut-être désubstantialisé. Quand on a le pouvoir, on a tous les moyens de persuasion et de contrainte. Ce sont les deux leviers, justement, qui ont fécondé la loi sur le parrainage. Encore une fois, je répète, comme dans une précédente chronique, Macky Sall a toujours une longueur d'avance sur l'opposition. Tant qu'il en sera ainsi, il sera vainqueur. RFM, la presse du jour. La presse du jour, passée en revue par Georges Détié-Diop. Fin de la récréation. L'État veut sonner la fin de la crise scolaire et, à sa manière, et presque tous les journaux s'en font l'écho. Le Soleil rapporte que le gouvernement rappelle ses initiatives et demande la reprise immédiate des cours. Entre autres, le reclassement et la mise en solde des enseignants contractuels qui a coûté 43 milliards de francs CFA de 2015 à 2017, la validation des années de volontariat, de vacatariat et de contractualisation pour un montant de rappel de 18 milliards de francs CFA. Dans un communiqué, le ministre porte-parole a indiqué que le droit à l'éducation sera assuré. Le Soleil et Vox Populi semblent s'être passé le mot et parle d'ultime appel du gouvernement aux enseignants. Selon le Témoin, Macky sonne l'ultime cloche de reprise. Pour Sud Quotidien, il met en demeure les enseignants. La cloche retentit, Macky menace les grévistes. Enquête, lui, parle de guerre finale et indique qu'avec la poursuite de la grève des enseignants, l'État hausse le ton et prend l'opinion à témoin. Seulement, les enseignants restent de marbre. Sud Quotidien souligne que les syndicalistes se radicalisent. Leurs réactions font apparaître un jusqu'au boutisme. Abdou Fati, secrétaire général du CELSA, déclare qu'ils sont prêts à tout. Abdourahmane Gueye de l'UDEN aller jusqu'au bout de notre logique. El Hadj Malik Youm du SAEMS, prêt à aller à la confrontation. Quant au professeur Bouba Diop, ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il conseille d'éviter une tragédie. Il mesure donc la gravité de la situation. D'ailleurs, Walf Quotidien a fait le constat qui affirme que ça sent le gaz. Quant au journal Le Quotidien, il s'arrête sur le réaménagement du calendrier scolaire et ce qu'il appelle le plan SMT. Comprenez Serigne Mbaye Thiam. Selon mon confrère, les examens sont décalés de
2 semaines. Le bac général est repoussé au 17 juillet. L'examen du BFM est fixé au 24 juillet. Celui du CFE et le concours d'entrée en 6e auront lieu les 26 et 27 juin 2018. Mais dans l'Observateur, le QSEMS avertit. Le secrétaire général chargé de la communication du syndicat confie qu'au-delà du 30 juillet, ils ne feront aucun service. L'Observateur qui nous apprend par ailleurs que l'opposition dépose cet après-midi un recours devant le Conseil constitutionnel. C'est dans le dessein d'attaquer le parrainage. L'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur le parrainage. Tribune colle à la thématique et titre « L'opposition parraine les recours ». Elle ne va pas se limiter qu'au Conseil constitutionnel. Tribune cite la Cour suprême, la CEDEAO et l'Union africaine. Et vous savez quoi? Le front s'est élargi si l'on accroît les échos. Mamour Cissé et Mamadou Abdoulaye Guissé ont intégré le Front démocratique et social de résistance qui prévoit l'organisation de journées hebdomadaires de résistance. Que sont-ils devenus? Maître Ousmane Ngom, Souleymane Ndéné Karim Wade, Moustapha Diakhaté et Abdoulaye Baldé. L'Observateur les appelle ces bruyants hier, aphone aujourd'hui. Eh bien, ils ont changé de peau selon l'Observateur. Et l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, entre lui et le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ce n'est pas le parfait amour. Aux origines de l'animosité, selon Source A, de l'or et des milliards. Dans sa livraison du jour, Source A retrace les péripéties du désamour entre les deux hommes et dont il faut rechercher l'origine dans la vente de 30 tonnes d'or à 20 milliards de francs CFA par une société minière dont le leader du parti Acte a été actionnaire. Abdoul Mbaye que Bocar Samba Dièye ne ménage pas du tout. L'homme d'affaires confie dans l'AS que dans l'affaire qui l'oppose à la CBAO, Abdoul Mbaye est dans le coup. Le journal qui informe que la Cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise des créances qui opposent les deux parties depuis 2008 s'est entretenu avec Bocar Samba Dièye. L'importateur de riz dit ne devoir de l'argent à personne et soutient que c'est l'État qui protège le directeur général de la CBAO. Mais malgré tout, il entend se battre. Et cette révélation de Libération, 640 millions de francs CFA volés à l'ambassade du Sénégal à Lisbonne au Portugal. Le mis en cause, l'inspecteur et agent particulier Galadio Konaté. En fuite depuis le forfait, il a été arrêté par la division des investigations criminelles alors qu'il tentait de rejoindre le Sénégal par la frontière terrestre. En sport, les journaux parlent anglais. Cela à la faveur de la victoire de Liverpool hier face à l'AS Rome. 5-2. Doublé de Salah et Firmino, Sadio Mané a inscrit le 3e but des Reds. Pour record, le Fab Fruit enflamme Anfield. Stade renchérit que Salah, Sadio, Firmino foudroient Rome et annonce la 2e demi-finale. Le journal l'appelle finale Bayern-Real. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le dernier appel lancé par le gouvernement aux enseignants en grève. Nous allons commenter cela avec nos deux intervenants. Monsieur le ministre Kalidou Diallo, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'Éducation nationale. Mamadou Diouf est en ligne. Bonjour, monsieur Diouf. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général du Sud-Est, le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal. Nous avons quelques minutes pour commenter ce dernier appel du gouvernement lancé aux enseignants. C'est la radicalisation si on constate ce qui a été dit des deux côtés. Alors, est-ce que c'est la bonne posture, Kalidou Diallo, bonne posture du gouvernement? Je vous remercie, je voudrais saluer Mamadou Diouf, qui m'a succédé à la tête du Sud-Est, suite d'ailleurs au décès de Iban Diadji, et qui a également dirigé la CSA pendant très longtemps. Je salue son intervention dans le secteur. Alors, je pense que l'appel du gouvernement, c'est tout à fait normal, que le gouvernement, à ce stade de la situation, fasse un communiqué public pour que nul n'en ignore. Et c'est très important. Je pense également que le fait que le gouvernement leur publie, disons, un nouveau programme pour réaménager l'année, et c'est peut-être c'est un moyen aussi de rassurer les parents d'élèves, de rassurer les élèves, pour dire que l'année n'est pas perdue. Il est tout à fait possible de rattraper cette année. C'est pourquoi le gouvernement fixe de nouvelles dates pour les examens et concours. Oui, mais est-ce qu'il fallait lancer un dernier appel aux enseignants sous forme de menace, comme ils le perçoivent d'ailleurs?
Bon, moi, je ne sais pas le dernier, ça ne peut pas être le dernier appel. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Oui, j'ai dit ça ne peut pas être le dernier appel. Bon, ça ne peut être également un appel ultime. Comme je l'ai toujours dit, il faut poursuivre le dialogue, il faut poursuivre les discussions, d'autant plus qu'il y a certains syndicats qui ont levé le mot d'ordre. Bien d'autres, certainement, vont suivre. Mais pour cela, il faut discuter, il faut dialoguer. Donc, il ne faut pas fermer la porte. De mon point de vue, c'est tout à fait possible d'arrêter la grève dans le primaire assez rapidement, parce que tout de même, l'indemnité de logement de 25 000 francs est très importante. Oui. Et peut-être juste voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au début de l'application. Très bien. Pour le lancement moyen secondaire, c'est plus compliqué. Je pense que dans une deuxième étape, c'est tout à fait possible de discuter avec l'enseignement moyen secondaire, et bien en ciblant un peu des secteurs particuliers. Vous savez qu'on a pu on a pu décrocher définitivement l'enseignement supérieur des autres d'enseignement avec un traitement social. Oui, merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui, Monsieur le ministre, juste permettez à Mamadou Diouf de commenter ce dernier appel du gouvernement. Oui, quel est votre commentaire, Mamadou Diouf? Bon, permettez-moi, Antoine, de vous présenter d'abord mes condoléances au décès d'Habib Faye. Habib Faye, oui. À tout le groupe et à Youssou Ndour, le PCA. Merci. Et saluer également le ministre Khalidou Diallo, effectivement mon camarade du Sud-Est et de la CSA. Je pense qu'effectivement, il y a urgence à trouver une solution. Et la solution ne peut être que dans le dialogue. Il est vrai qu'on peut considérer que le gouvernement est dans son rôle en annonçant en filigrane et même parfois de façon explicite des mesures. Mais l'important, c'est que tout le monde aujourd'hui doit travailler à la décrispation. L'école sénégalaise, c'est l'école publique sénégalaise qui est en danger. Et ni le gouvernement, ni les organisations syndicales d'enseignants n'ont intérêt à ce que l'école publique soit sacrifiée. Je crois que cette donne doit être mise en avant par rapport à tous les autres intérêts. Et de ce point de vue-là, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit travailler à la décrispation. Le gouvernement doit rester ouvert à la discussion sereine avec les acteurs. Est-ce que c'est le cas actuellement? Mais de l'autre côté également. Mais ce n'est pas le cas et c'est ce qui est déplorable aussi bien parce que c'est l'enchaînement, si vous voulez, de la surenchère, tant du point de vue du gouvernement que du point de vue des enseignants. Nous pensons aujourd'hui que les syndicats d'enseignants sont dans leurs droits, c'est incontestable. Oui. Le gouvernement est dans son rôle, mais il est important que les uns et les autres écoutent et entendent toutes les bonnes volontés qui sont en train de s'activer aujourd'hui pour les ramener à la sérénité. Parce que le problème aujourd'hui, c'est celui de l'école publique sénégalaise. Oui. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les citoyens sénégalais qui ont des moyens n'ont pas leurs enfants dans l'école publique. Et certainement également, ceux qui, en fait, allument le feu au niveau des plus hautes sphères de l'État n'ont certainement pas leurs enfants dans l'école publique. Les enseignants doivent prendre en compte également ce critère-là et savoir que les Sénégalais, dans leur majorité, ont leurs enfants à l'école publique et souffrent de cette crise. Est-ce que le gouvernement devrait parler comme il a parlé hier? Moi, je pense que le gouvernement, il a déjà raté sa communication depuis longtemps. Quand un gouvernement se permet d'annoncer la levée de mots d'ordre par des organisations syndicales, des mots d'ordre qu'ils n'ont pas donnés, c'est cela en réalité qui induit la confusion, qui induit la suspicion, et chacun voulant se laver, maintenant, l'esprit de surenchère se lève. Très bien. Je pense que la première erreur de communication, c'est le fait que le ministre de l'Éducation nationale annonce déjà des syndicats, installe des mots d'ordre levés et installe la suspicion au niveau même des syndicats d'enseignants. Je reviens à vous tout à l'heure. Khalidou Diallo, en une minute, est-ce que vous craignez une situation pas du tout souhaitable vu les positions radicales des uns et des autres? Oui, moi je pense que quand le président de la République il s'est engagé, il a reçu les enseignants. Et au Sénégal, en tout cas, Mamadou Diouf, je pense qu'il est témoin, quand un président de la République reçoit, toujours, on suspend les mots d'ordre. Ensuite, sur un moment, et puis on peut soit revenir à la grève, et soit signer un accord. Donc, le fait que le président soit engagé à ce niveau-là, et qu'il n'y ait pas de suite
et tout de même c'est assez grave et sérieux. Mais malgré cette situation, moi je lance encore un appel au président de la République d'intervenir de nouveau et d'ouvrir la porte pour qu'on puisse encore dialoguer, et c'est possible. La deuxième chose, bien sûr, c'est l'implication possible des élèves. Alors, quand des élèves, des collégiens et des lycéens entrent dans le jeu, font sortir les enfants du privé, des écoles primaires, avec l'action des forces de l'ordre, on ne peut pas limiter les dégâts. Donc, il faut tout faire pour arrêter cette situation. Et là, à ce niveau, je pense, je lance un appel encore. D'abord, aux syndicats d'abord, pour qu'ils aient raison garder et pour qu'ils tiennent compte de l'engagement du président et pour qu'ils soient ouverts. Et bien sûr, un appel à M. le Président de la République. Merci. Encore. Voilà. Merci, Michel Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale. Mamadou Diouf, on termine avec vous. Avez-vous des craintes par rapport à l'issue de la crise scolaire? Oui, évidemment, avec les échéances que nous avons en tête, et M. le ministre Khalidou l'a évoqué tout à l'heure, les échéances que nous avons devant nous, les pertes de rythme de travail qu'il peut y avoir pendant le Ramadan, pendant la Coupe du Monde, etc. Si tout cela s'enchaîne, il peut y avoir des difficultés. Si bien qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons que lancer des appels. Lancer un appel au gouvernement à la sérénité, au retour à la sérénité, à l'ouverture au dialogue, et également lancer un appel aux enseignants, aux syndicats d'enseignants, pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas sortir d'une grève en ordre dispersé. Nous avons connu ces expériences. Pendant qu'un syndicat lève le mot d'ordre, l'autre l'accuse de trahison. Je pense qu'il ne faut diaboliser personne. Quand un secrétaire général de syndicat assume le courage de dire on est arrivé à un moment où il faut arrêter, il faut respecter sa position et travailler pour que tout le monde s'entende. Aujourd'hui, les syndicats ont eu une première opportunité. Ils ne l'ont pas saisie. C'est l'appel du Khalife général des Tidjanes. C'est une opportunité qu'ils n'ont pas saisie. Aujourd'hui, il reste une autre opportunité en plus de celle-là, c'est l'intervention des centrales syndicales. Les centrales syndicales, qu'on le veuille ou non, sont aujourd'hui interpellées. Il faut aujourd'hui qu'à la veille du 1er mai, qu'ils puissent s'engager auprès des syndicats d'enseignants, leur présenter des garanties et prendre le relais. Très bien, merci. Pour sauver l'école sénégalaise. Merci. Mamadou Diouf, ancien secrétaire général du Sud-Est. C'est fini pour Point de vue, le rappel de quelques titres. Le monde de la musique profondément attristé avec la mort d'Habib Faye, ce surdoué de la guitare et membre du Super Étoile a quitté ce monde d'ici-bas à l'âge de 54 ans. Vous avez certainement suivi son portrait dans cette édition, tout comme la peine de Youssou N'Dour qui n'a pu contenir son émotion. Le patron du Super Étoile a tout simplement fondu en larmes. Thiès, l'élève blessé à l'œil par les forces de l'ordre, a reçu la visite d'une délégation du ministre de l'Éducation nationale. Il est encore aux urgences et ce matin, les élèves sont encore sortis pour exiger la libération de leurs camarades entre les mains de la police. Vive réaction des leaders des 3 cadres de syndicats d'enseignants après l'ultime appel du gouvernement. Le G6, la FEDER et l'Intercadre disent la même chose. Ces menaces ne passeront pas. Et puis, l'actualité politique attendue cet après-midi, la saisine du Conseil constitutionnel par le Front démocratique et social de résistance nationale. Un recours pour attaquer la loi sur le parrainage. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Djidi Diop, réalisation El Hadj Ndiogou Diène. À 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye pour la grande édition à Wolof. Tout de suite, Dialgati Xibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.